C'est quand même un truc, c'est très intrusif. particulier. Et je veux dire, bien sûr. quand, dans ta première relation, c'est quand même un ouais. truc qui est hyper fort. Mais c'est pour ça que quand tu parles de gynéco, on parle même de violence Obstétricale, bien sûr. Exactement, tu vois, parce que c'est quand même là, c'est quelqu'un qui te pénètre, quoi. Ouais, Donc bien c'est quand même un truc qui est enfin. C'est un corps c'est étranger. Non, mais C'est un c'est corps vrai, étranger, c'est invasif. c'est froid, enfin, Et c'est l'enfer, pas- le curriculum, quoi. C'est vrai, et c'est pas si évident. Et de la pénétration par elle-même, elle peut être aussi dure pour Ah bah oui. pour une jeune fille. Enfin, Ouais. au début, c'est quand même Mais très surtout, invasif. tu c'est, sais pas à quoi t'attendre. Bah ouais. Les imaginaires sont pas toujours représentés de manière saine ou réaliste. Bah ouais, bien sûr. Donc forcément, ça a un impact. Et nous, dès le premier, en général, tout le monde te dit, tu vois, la première fois, ça se passe pas bien, ça fait mal. Déjà, t'as un rapport. Le rapport le premier stressé. dont on te parle, il est déjà celui-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de te dire, Tu vas kiffer, tu vas kiffer, ça va être c'est normal, génial. mais en tout cas, tu pourras avoir une façon de le dire. Non, c'est tout de suite, la première fois, je te Tu préviens, vas tu vas saigner, saigner, tu tu vas vas avoir mal, saigner. tu vas machin, c'est Tu fou, vas ça nous met saigner, tu déjà vas avoir dans un mal, truc de stress. tu devrais avoir honte. Enfin, il y a un rapport Ah ouais. hyper malsain, Ouais. hyper Tombe pas oui, enceinte. C'est que de fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Protège-toi Mais bien. c'est clair. Il y a un rapport hyper conflictuel à la Ouais, sexualité. angoissant. Mais ouais, Et et pourquoi angoissant. tu couches avec lui, machin, est-ce que tu Et es choisis-le sûr bien. Alors que les mecs, en fait, ils sont quand même beaucoup plus détentes. Hein. Je pense qu'ils arrivent. Alors, je pense qu'il y a la pression de la On a mis un performance, prix sur notre virginité. mais Aujourd'hui, c'est considéré comme une offrande. Bah une monnaie. attends, mais évidemment, c'est monétisé Tu moi, vois, dans certains ne serait-ce que pays. dans les et puis ne serait-ce que dans les expressions, et tu l'as repris tout à l'heure. J'ai offert ma virginité. Offert sa virginité, et d'un point de vue des Ouais. hommes, on leur demande de qui ils ont pris la virginité. Ouais. 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 Et donc il y a un espèce de truc aussi qui est une forme de transaction, une forme de valeur, et que ta valeur en tant que femme respectable, en tant que femme fréquentable, va être Complètement. aussi Complètement. posée sur avec qui tu l'as, à qui tu l'as donné, Bien à qui sûr. tu l'as offert, Complètement. quand, comment, pourquoi. Ouais. Plus c'est tard, mieux c'est. Donc en fait le truc c'est notre virginité elle est cotée en banque, tu vois. Elle est Complètement. cotée Avec en bourse, un pardon. dominant et un dominé. C'est clair. Complètement. Ouais, bien sûr. Et, C'est clair. je trouve ça atroce de se dire. Donc en fait, c'est-à-dire que moi, j'ai quelque chose en ma possession à qui je vais, enfin, je dois réfléchir à une personne à qui je vais faire don de ça, à qui j'offre ça. Va-t-il le valoriser ou Va-t-il pas le valoriser? Et donc c'est horrible parce que. Imagine s'il le valorise pas. Alors là, Imagine tu s'il le te valorise sens, pas. C'est vrai. Ce que je trouve horrible aussi, c'est de se dire, très bien, j'offre quelque chose. Moi, j'ai perdu ma virginité, mais il reste quoi du coup? J'ai gagné quoi? J'y gagne. Non, mais pardon, j'y gagne quoi? Très bien, j'ai perdu ma virginité et j'ai offert quelque chose. Mais L'amour de gars. Inch'Allah. Ouais, non, mais c'est pour ça que moi, L'amour, j'en reviens à dire que je suis heureuse de pas l'avoir donné à quelqu'un qui n'était pas valuable aussi, qui n'était pas quelqu'un de valeur pour moi. Excusez-nous, on est à la BBC. Non, mais ça va, attends, j'ai utilisé des mots en anglais. J'ai peur d'anglicisme. Non, mais qui était pas valable et franchement, pour moi, pour ma construction, ça a été hyper important. Ouais. Que mon premier amoureux, c'était quelqu'un en fait qui m'appelle encore pour mon anniversaire et tout, heureusement. Et en même temps, c'est aussi important, je trouve, de dire à plein de jeunes femmes que si elles ne mettent aucune valeur sur leur virginité, c'est aussi ok. Oui, De c'est se la dire- société qui de se apporte. dire, tu sais quoi, je l'ai fait avec le gars que je trouvais bien au moment où j'avais envie de le faire. Ouais. Non, j'ai pas forcément de souvenirs. Non, Bien c'est pas sûr. vrai que c'est le rapport Bien dont tu te souviens sûr. absolument. Je me rappelle 3 fois plus du 15e rapport plutôt que du premier. Carrément. N'allez pas me demander pourquoi. Mais parce que Non, moi, je j'ai l'ai pas. sacralisé ça. Bien sûr, mais c'est pour ça Ouais. que je te dis que c'est aussi important parce qu'il y a plein de jeunes filles, tu vois, qui potentiellement se mettent énormément la pression, alors que c'est aussi ok de dire non, en fait, moi j'ai pas autant d'expectations sur ce truc-là. Je vois Elle pas a parlé pourquoi. en anglais. Elle parlait en anglais, je vois pas pourquoi ma première fois aurait plus de valeur que la 18e fois, je vois pas pourquoi la première fois où je perds la première fois où je ne suis plus vierge aurait plus d'importance que Complètement. potentiellement la première fois où j'ai fait l'amour avec quelqu'un dont j'étais amoureuse, la première fois où j'ai fait l'amour où je me suis dit que potentiellement c'est quelqu'un avec qui je voulais fonder quelque chose, la première fois où j'ai fait l'amour on m'a appliqué le consentement de A à Z et j'ai trouvé ça hyper excitant, la première, enfin tu vois, je pourrais t'en citer 150. Ouais. Ah ouais. Donc je pense C'est la que- valeur qu'on veut bien lui apporter. Exactement. Complètement. Et donc c'est important Et aussi pareil, de- en fait, finalement, pour les actes, quand on a 20, 30, 40 ans, 50 ans, c'est en fait comment tu sacralises ça. C'est-à-dire que de temps en temps, t'as des meufs qui kennent pas, mais c'est parce qu'elles y mettent trop de valeur. Ouais. Tu vois, tu dis ah non mais attends, moi je me donne pas comme ça. Bon bah ouais, bah tu te donnes pas du coup. Oui, et puis Et aussi si ça leur va, Ouais. tant mieux, oui, mais si oui. ça ne leur va pas, c'est Ouais, ça le qu'il petit faut remettre en jamais question. soir. Ouais, bah oui. Ouais, et puis aussi tout ce qu'on appelle la virginité tardive. Et je trouve que ce terme est hardcore. Tu vois, c'est de se dire, elles ont plus de 25 ans et n'ont toujours pas fait l'amour, tu vois. Donc c'est aussi toute cette croyance autour duquel il y aurait un âge à partir duquel c'est ok. Il y a un âge. Tu En peux, fait, t'as un dans âge où tous tu les cas, peux tu te fais commencer niquer. Dans tous les cas, tu à te fais niquer. coucher, t'as un Ouais. âge où il faut Ça arrêter sera de trop coucher. tôt, trop tard. Alors.
Ah là 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 là. Bon, et là, il y a énormément de choses à dire. Est-ce que vous aussi, vous avez relevé ou remarqué certains éléments? Dites-moi en commentaire avant qu'on entre dans notre analyse. D'un côté, elle critique la sacralisation de la virginité, tout en reconnaissant que pour elle, dans sa propre construction, c'était quelque chose d'important. Ne pas l'avoir donné à quelqu'un qui n'avait pas des valeurs à ses yeux. D'un autre côté, elles vont s'attaquer à l'une des protections les plus importantes pour les jeunes filles, l'éducation, et notamment les parents, qui sont censés être la première ligne de défense. Qu'est-ce qu'elle avait dit avant Alexandra Lamy? Et Ouais. ça, c'est hyper important. Elle a C'est-à-dire que déconstruit, hein. non, mais c'est vrai, parce que c'était pour lui très difficile de me parler, et comme la première fois, c'est jamais génial, Incroyable, ouais. voilà. Et mon père m'a plutôt parlé de, mais est-ce qu'il fait attention à toi? Ah oui, voilà. Est-ce que vous avez remarqué un autre élément dont on a déjà parlé avant? Elle est fait à nouveau ici. Elle prend l'homme comme modèle, comme référence. Et alors que les mecs, en fait, ils sont quand même beaucoup plus détentes. Hein. Les filles, ne soyez pas comme des filles, soyez comme les mecs. Je pense que l'homme et la femme fonctionnent très différemment aussi. Ah mince, oui. C'est vrai, on a oublié. Hein. Merci à nouveau, Alexandre. Bon, on va voir ça en détail. Il faut savoir que ton cerveau est une machine à prédire. Pour anticiper l'avenir, il s'appuie en grande partie sur les expériences passées. C'est ainsi qu'il fonctionne. Les premières expériences ont souvent une importance particulière, car elles servent de point de référence pour celles qui suivent. On peut essayer de se convaincre que la première fois n'a aucune importance, et il est vrai qu'il ne faut pas en faire un événement démesuré ni source d'angoisse. Je comprends tout à fait l'idée qu'une pression excessive puisse être mauvaise. L'erreur inverse consiste à prétendre que ça ne compte pas du tout. Pour beaucoup de femmes, l'entrée dans la sexualité constitue une étape marquante de leur vie. Ça ne signifie pas non plus que cette expérience va forcément déterminer tout leur avenir, mais qu'elle mérite d'être abordée avec sérieux, honnêteté et respect. Ce n'est pas en minimisant systématiquement son importance que l'on aidera les jeunes femmes à traverser cette période de transition. Il vaut mieux leur donner les informations nécessaires, les rassurer sans les infantiliser et leur permettre de faire leur choix en connaissance de cause. C'est bien, ma chérie. Si pour toi la virginité n'a pas de valeur particulière, c'est aussi tout à fait OK. Qu'est-ce qu'elle conseille de dire aux jeunes filles? Qu'est-ce qu'elles avaient dit avant pour elles? Vous vous souvenez? Dans certaines sociétés humaines, les femmes dominantes, souvent plus âgées, plus riches et avec un statut social plus élevé, peuvent exercer une influence importante sur les femmes plus jeunes et moins puissantes. Voyons un instant la question de l'éducation et le rôle des parents. Tu apprends à manger différents aliments parce que tes parents ne te laissent pas dire « Je suis un être libre ». C'est contre mes droits humains et je devrais pouvoir manger ce que je veux. Non, tu ne devrais pas pouvoir manger ce que tu veux. Tu es un enfant. Et c'est justement parce qu'on tient à nos enfants, parce qu'on les aime, qu'on leur apprend à devenir des adultes. Parce qu'en réalité, le fait est que vous ne pouvez pas être amis de vos enfants lorsqu'ils sont enfants, puis devenir leurs amis lorsqu'ils sont adultes. Il faut choisir. Et vous ne devriez pas être leurs amis lorsqu'ils sont enfants. Car sinon, vous risquez de ne pas les apprécier une fois qu'ils seront adultes. Vous êtes dans une position d'autorité. Et vous devez façonner votre enfant, contribuer à sa formation morale et lui transmettre des connaissances. Vous êtes censé savoir mieux, c'est vous l'adulte. Donc oui, continuez à dire à vos filles, fais attention, protège-toi, choisis bien. Et d'ailleurs, c'est un discours qu'on devrait garder plus largement dans une société saine. Parce que malheureusement, toutes les filles n'ont pas la chance d'avoir des parents aimants et protecteurs. Mais ce qui peut être changé aujourd'hui, c'est qu'il faut aussi mieux expliquer pourquoi on donne ces conseils. Je pense que l'homme et la femme fonctionnent très différemment aussi. Oui, merci. Voilà. Ça va finir par rentrer à force. Il existe des attentes et des injonctions pour les hommes comme pour les femmes. Et ça me met en colère de voir à quel point on est en train de dévaloriser les femmes en tant que femmes, en leur disant qu'elles doivent travailler comme leur père et coucher comme leur frère. En réalité, en tant que femme, vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne le pensez. Mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. Ok, donc, dernier point de théorie avant de finir.
Étant donné que nous parlons d'une forme de compétition intrasexuelle basée sur la manipulation, vous vous doutez bien qu'il y aura des gagnantes dans ce jeu. Ce sont les femmes qui défendent cette idéologie du féminisme, mais qui ne l'appliquent pas réellement à elles-mêmes. Il y aura aussi des perdantes dans cette compétition. Ce sont les femmes qui adhèrent complètement à ces idéologies, qui les défendent, mais qui choisissent aussi de les appliquer dans leur propre vie. L'exemple le plus extrême des femmes qui perdent cette compétition de manière importante, et c'est un exemple assez radical, mais peut-être plus courant qu'on ne le pense, ce sont certaines femmes qui, très jeunes et parfois encore naïves, au début de la vingtaine, choisissent de se faire stériliser. Par exemple, en se faisant ligaturer ou retirer les trompes. Et ce qui est intéressant dans ce phénomène, c'est que, encore une fois, il ne s'agit pas seulement d'un choix personnel qui reste privé. Le fait de faire ça possède aussi une forte valeur de signalisation. Une fois que c'est fait, ça devient visible, on en parle, c'est partagé, parfois même valorisé sur les réseaux sociaux. Mais comprendre l'équilibre entre celles qui gagnent et celles qui perdent dans ce genre de dynamique est très difficile. Parce que le problème, c'est que ça ressemble parfois à du marketing multiniveau. Un modèle de vente où l'on vend quelque chose qui est en pratique une forme d'illusion, une forme de charlatanisme en fait. Par exemple, on vendrait une huile censée empêcher de vieillir. On convainc suffisamment bien une personne et ensuite, cette personne devient à son tour une vendeuse du produit. Elle le recommande aux autres, non pas forcément parce qu'elle veut les tromper, mais parce qu'elle y croit réellement. La même chose se produit avec ces idées ou ces concepts qui freinent la reproduction. Les personnes qui les transmettent peuvent sincèrement y croire, tout en participant malgré elles à un système dont les conséquences sont bien différentes de celles qu'ils imaginent. Donc, je le répète, comprendre l'équilibre entre celles qui gagnent et celles qui perdent est vraiment difficile. Parce qu'il y a celles qui vendent ce produit bidon et qui y croient sincèrement, il y a celles qui vendent ce même produit bidon mais qui ne croient pas elles-mêmes et ne l'appliquent pas surtout à leur propre vie, et puis il y a celles pour qui le jeu est déjà terminé. Et surtout, heureusement que je suis un pur produit de l'éducation féminine. Bon, en vrai, je n'ai même pas fini ma théorie, parce qu'il reste encore beaucoup de choses importantes à dire. Mais cette vidéo est déjà très longue et je commence à fatiguer. Il me reste notamment à parler des implications plus larges de ce phénomène à l'échelle de la société, de la civilisation, parce que ce phénomène n'a rien de nouveau. Nous l'avons déjà connu par le passé. Et vous avez tout intérêt à savoir comment ça finit. Il me reste aussi à vous montrer que le féminisme s'inscrit dans une continuité du marxisme, comme le communisme, avec des implications encore plus profondes sur le plan philosophique, autour des notions comme le bien, le mal et la vision de l'être humain. Mais nous verrons tout ça dans une deuxième partie. Et si vous vous demandez qui je suis, pourquoi je fais tout ça, je suis une femme, mère de 3 enfants, mariée à un Français que j'ai rencontré ici en France pendant mes études de psychologie. Je suis également d'origine vénézuélienne. J'ai donc connu le socialisme de première main. Et c'est aussi pour cette raison que je prends la parole aujourd'hui. Oui, j'ai certaines inquiétudes quant à la direction que prend le pays. Et je pense qu'il est important d'en parler. En attendant, je vous conseille, si vous souhaitez approfondir ce que je vous ai présenté ici, d'aller regarder la vidéo de Jordan Peterson sur Blanche-Neige, ainsi que la vidéo de Sulikowski sur la compétition intrasexuelle. Je vous laisse ces ressources ainsi que d'autres sources dans la description. Et maintenant, pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous lire un texte. Il s'agit d'une lettre écrite par Brigitte Fetassi, intitulée I regret being a slut. Dans ce texte, elle partage une réflexion personnelle sur son rapport à la sexualité, aux choix qu'elle a fait et aux conséquences qu'elle associe à ses expériences. I regret being a slut. Si je suis honnête avec moi-même, parmi les dizaines d'hommes avec lesquels j'ai été, du moins ceux dont je me souviens, je ne peux penser qu'à une poignée de personnes que je ne regrette pas. Les autres, je les classerai dans la catégorie du sexe occasionnel, c'est-à-dire des relations sexuelles qui, avec le recul, me semblent soit vides de sens, soit médiocres, ou les deux. Si je suis vraiment honnête avec moi-même, je dirais que la plupart de ces expériences, souvent vécues sous l'effet de l'alcool,
m'ont laissé avec un sentiment de vide et de découragement, et avec l'impression de ne rien valoir. Je n'aurais pas dit ça à l'époque, cependant. À l'époque, je vous aurais dit que j'étais libérée. Même si j'essayais de noyer dans l'alcool, la sensation écœurante de rejet lorsque mon dernier partenaire d'un soir ne rappelait pas. À l'époque, j'aurais dit que les aventures d'un soir me rendaient plus audacieuse. Mais en réalité, j'utilisais le sexe comme une drogue, en essayant sans succès de combler un vide en moi avec des hommes. Être une salope et coucher avec beaucoup d'hommes n'est pas le seul comportement que je regrette. Encore plus destructeur, c'était ce que je me racontais pour justifier le fait que j'étais jetable aux yeux de ces hommes. Je me disais que je m'en fichais. Je m'en fichais quand un homme disparaissait sans donner de nouvelles. Je m'en fichais quand il partait au milieu de la nuit ou laissait entendre qu'il voulait que je m'en aille. Les walk of shame, les pertes de connaissances dues à l'alcool, l'anxiété. Le mensonge que je me suis raconté pendant des décennies, c'était « je ne souffre pas, je suis émancipée, déconstruite ». Mais comme Perry le dit dans son livre, le fait d'être désiré n'est pas la même chose que le fait d'être respecté ou tenu en haute estime. Je voulais pouvoir avoir des relations sexuelles sans lendemain, comme un homme, mais ça n'a pas fonctionné. Après des années à écrire pour Playboy, j'ai appris que ça ne fonctionne pas non plus pour beaucoup d'hommes. Beaucoup de femmes liront ça et se hérisseront. Comme je l'ai fait moi-même quand je lisais quelque chose qui remettait en question le mensonge autour duquel j'avais construit toute mon identité. Je le regrette, parce que je regrette que ces hommes puissent dire qu'ils ont couché avec moi. Mais malgré tout, c'est comme ça que je sais que j'ai fini par me respecter. Chaque femme devrait ressentir ça. Coucher avec moi, c'est un privilège. Et il faut être digne de ça.